Bonjour. Vous allez bien? Super. Vous avez une belle arène. Comment vous l'appelez? Un auditorium, c'est ça? Vous l'appelez? Ouais. En fait, vous n'êtes pas encore là, vous. Parce que vous êtes au collège à côté. On remercie d'ailleurs le lycée de nous accueillir ici pour cette conférence Bouge. Alors on fait dans l'année comme ça, on va dans les collèges. Votre rencontre avec un champion. Aujourd'hui, c'est un judoka, on va en parler dans quelques secondes. Les conférences Bouge, c'est organisé par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Est-ce qu'il y a des supporters du Stade Rennais? Alors, je vous propose un petit exercice parce que le programme s'appelle Bouge. Alors, il y a une chanson qu'on chante dans les tribunes au Stade Rennais. Si, bah si. Est-ce que vous connaissez des chants du Stade Rennais? À part Galette Saucisse, je t'aime. Hein? Est-ce que vous connaissez Qui ne saute pas? Allez-y. Qui ne saute? Alors, allez-y. Debout, 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 debout. Debout, debout. C'est pour s'échauffer. Allez. Qui ne saute pas n'est pas Rennais. Faut sauter, hein. Super. Voilà. C'est bien, vous avez bougé. C'est pas assez pour la journée. Vous n'avez pas fait votre dose de sport ou de mouvement. On va en parler d'ailleurs avec une médecin qui nous suit, qui va venir vous parler de l'importance de bouger dans la journée. Pas forcément de faire du sport intensément, mais des petits gestes comme ça pour être bien, pour être en meilleure santé. Et puis, on va accueillir également un champion olympique, un champion du monde, champion d'Europe. Il s'appelle Hugo Legrand. On va l'accueillir dans 3 minutes. Juste avant, je vous propose de regarder un reportage de 3 minutes réalisé par France 3 qui est passé il y a quelques jours à sa rencontre justement. Et puis il y a un autre judoka célèbre dans le reportage que vous connaissez bien, qui est un de ses potes, qui s'appelle Teddy. On regarde ce reportage. Il renoue avec une vie qu'il avait laissée derrière lui. Médaillé de bronze au JO de Londres en 2012, Hugo Legrand avait atteint les sommets en judo avant de tout plaquer en 2015. Le Normand n'avait alors que 26 ans. J'avais passé 10 ans de ma vie ici, je suis arrivé à 15 ans. Voilà, ça devenait un peu trop routinier. Ça en est arrivé à de l'écœurement. J'arrivais ici, j'avais pas envie d'être là, et donc ça allait contre mes principes. J'avais plus du tout envie de me forcer. J'avais envie d'explorer le monde. Il ira aux États-Unis et deviendra concepteur de décors pour des clips publicitaires. 8 ans après avoir goûté au rêve américain, le judoka retrouve l'INSEP pour se replonger dans le sport de haut niveau. Objectif, décrocher une sélection pour les JO de Paris. Le fait de voir vraiment d'autres horizons, d'autres domaines, d'autres milieux qui m'ont totalement qui m'ont éloigné des tatamis me permet aujourd'hui de revenir avec un autre état d'esprit, une autre vision, une maturité aussi et ouais, une fraîcheur qui est différente des autres. Une fraîcheur mentale retrouvée et une technique toujours élégante. À 34 ans, Hugo Legrand rivalise encore avec les meilleurs. Je me sens bien. Maintenant, les sensations judo, elles vont revenir petit à petit, évidemment. C'est comme si vous demandez à un sprinter de 100 mètres de refaire ses temps alors qu'il a arrêté pendant 8 ans. C'est pas possible, ça revient pas comme ça. Ce serait trop beau. Pour retrouver une forme olympique, l'ancien champion d'Europe peut s'appuyer sur le soutien technique de sa fédération et sur les conseils avisés de Paco, son frère aîné. Hugo, c'est un joueur d'échecs. Il va chercher la faille chez son adversaire et quand il l'a trouvée, il va pas la lâcher. S'il faut s'entraîner jour et nuit, il le fera, mais c'est ça la force d'Hugo. C'est un très grand judoka, quelqu'un qui recherche la perfection, qui est très relâché à l'entraînement. Donc le fait de l'avoir sur le tapis, déjà, pour nous, c'est une plus-value. Par mimétisme, ses partenaires, ses adversaires, les plus jeunes, ça leur donne plus d'outils pour leur future carrière. Ici, Hugo a retrouvé un ami de jeunesse, devenu une légende de la discipline, Teddy Riner. Je le connais très bien. Il va le faire. Il va le faire parce que Hugo, c'est un talentueux, c'est quelqu'un qui sent le judo. Et quand il a décidé quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Donc moi, je suis à 1000% derrière lui. Et
Puis voilà, j'ai mes repères qui reviennent en équipe de France. Je suis content parce que là, j'étais un petit peu le vieillard. Hein. Et vous retrouvez un ami, et le judoka, il est comment 8 ans après là? Il a rien perdu. Il sort le judo toujours et je le vois, même s'il me dit ouais, c'est normal. Il reprend, il a plein de choses à remettre. Mais je le vois. Il est en train de mettre déjà des hippons et d'annoncer la couleur. Ça, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est... Voilà, j'ai déjà un programme. Moi, je suis derrière lui parce que vous vous rendez pas compte, c'est beau ce qui est en train de se passer. Les Jeux Olympiques à Paris, Hugo qui décide de revenir. On lui a pas pris sa place, c'est lui qui a laissé sa place. Et il revient et il va la prendre, sa place. Si je participe aux Jeux Olympiques, c'est évidemment pour essayer d'aller chercher une médaille que je n'ai pas. Un comeback en remportant une médaille d'or olympique, ça serait le Graal. Le compte à rebours est lancé pour s'imposer en équipe de France et tenter d'écrire à Paris l'une des belles histoires des JO de 2024. Et il est avec nous ce matin à Montfort, Hugo Legrand. Champion d'Europe, double médaillé mondial, médaille de bronze aux JO à Londres en 2012. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là, merci. Merci pour l'invitation, merci à Bouge, merci au département de l'Ille-et-Vilaine et au Stade Rennais, ça me fait très plaisir d'être ici. Alors ce matin, on va parler évidemment de mon parcours, mais on va surtout aussi parler de la sédentarité, de en quoi il est important et voire vital de bouger et de pratiquer une activité physique. On va commencer par un petit sondage, moi ça va me permettre de voir à qui je m'adresse. Qui dans la salle pratique une activité physique, voire un sport, donc qui est ok, c'est pas mal du tout. Génial. Moi, en fait, aujourd'hui, mon but, ça va pas forcément être de convaincre les déjà convaincus, on va dire, de faire du sport, puisque j'imagine que vous en ressentez déjà l'intérêt et les bienfaits. Maintenant, moi, ça va être essayer de toucher et d'essayer de faire comprendre en tout cas mon message sur ceux qui n'en font pas, pourquoi ils n'en font pas, essayer de comprendre les problématiques, pourquoi ils n'ont peut-être pas envie, peut-être qu'ils n'ont pas confiance, peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ont juste la flemme. Enfin bref, on va essayer de parler de tout ça et essayer de voir en quoi c'est important et comment on peut trouver des alternatives, enfin pas des alternatives, mais une manière de faire du sport. En fait, moi, pour être totalement honnête avec vous, après avoir vu ce reportage, vous avez trouvé ça bizarre, mais en fait, moi, j'aime pas le sport. J'aime pas le sport. Alors, je vais me justifier, mais en fait, j'aime pas le sport souffrance. En fait, le sport ennuyeux, le sport où en fait, au bout de 10 minutes, on regarde sa montre, on sait pas pourquoi on est là, on n'a pas d'objectif, on s'ennuie, on a envie de faire autre chose. Voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi, en fait, n'est pas possible. J'ai jamais vraiment fonctionné de cette manière. Moi, j'ai toujours fonctionné par la recherche du plaisir, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros essayer de s'amuser, essayer de trouver des biais, des petites choses qui font qu'en fait, le sport devient tout de suite un peu plus fun. Parce qu'effectivement, ça peut tout de suite être amené à une contrainte, à quelque chose d'ennuyeux, on n'a pas envie, ça fait mal au corps, etc. Mais par contre, je vais vous demander un peu de réfléchir à ce moment, par exemple, on peut prendre un petit exemple, quand vous êtes à qui c'est pas arrivé d'être avec son frère, sa sœur, son pote, à se chamailler, à se courir autour de la table de la cuisine ou à se courir dans la cour de récré. Et voilà, si vous réfléchissez à un moment comme ça, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que vous retenez le moment où vous étiez fatigué, épuisé, en souffrance? Ou est-ce que vous vous rappelez du moment de fun, vous étiez mort de rire, à courir, à essayer de toucher votre frère ou votre soeur parce qu'il vous a fait un croche-patte? En fait, c'est ça. Le mouvement, l'activité physique, elle peut être faite dans le jeu, dans le partage, dans tout ça. Et c'est ça qu'on va essayer de voir, et je vais vous expliquer pourquoi moi, en fait, je peux absolument pas faire du sport contrainte. Voilà, vous avez pu voir, je suis judoka. En fait, j'ai fait du judo depuis petit. Je suis normand d'origine, donc le département, enfin la région, on va dire, d'à côté. À peu près dans ce même cadre, un peu un cadre rural comme ça.
j'avais des frères, enfin un frère plus grand que moi, des cousins plus grands que moi. Et puis moi je passais mon temps petit à me chamailler avec eux, à me bagarrer. Ouais, j'avais un jardin, on se faisait que se courser, se rouler par terre, etc. Donc il y a vraiment cette notion de jeu, en fait, de jouer, mais ça c'est un peu en nous, enfin tous les enfants ont un peu ça, même les animaux, tous les mammifères ont ce côté un peu du jeu, en fait. Et puis ils étaient tous plus grands que moi, donc un jour eux ont décidé de passer les portes d'un club de judo. Et moi je me suis dit bon bah j'ai envie d'aller m'amuser aussi moi avec eux, de continuer à me chamailler avec eux, donc je les ai suivis. Et puis par chance, j'ai découvert dans ce club de judo, bah, en fait, voilà, un super prof, des jeux, plein de jeux, en fait, plein de thématiques qui ont fait que en fait, bah, j'ai continué moi à avoir l'impression de m'amuser avec eux, et puis surtout avec d'autres enfants en fait de mon âge, qui en gros sont devenus très vite des potes, des amis, avec lesquels en fait, bah voilà, on passait la plupart de notre temps en fait. Petite anecdote, dans ce club de judo, comme je vous disais, en fait, j'ai rencontré beaucoup d'amis et j'y ai rencontré aussi ma future femme. Les associations sportives, c'est aussi créer du lien social, rencontrer des gens, rencontrer des amitiés qui durent, voire même plus si affinité. Donc, la suite du parcours, ça a été, comme je vous disais, la compétition. Pour moi, en fait, donc j'ai adoré faire ces cours de judo. En fait, j'avais vraiment pas l'impression que c'était ennuyeux. Je faisais que m'éclater. Et puis j'ai pris goût en fait à cette confrontation à l'autre, à ce combat. Et donc en fait, j'ai commencé à faire des compétitions. J'ai pris du plaisir. Je me suis régalé dans les compétitions, etc. Mais le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est pas. En fait, ce qui est important, c'est pas la compétition en fait. C'est là où j'ai pris du plaisir, c'est là où ça a été agréable pour moi, mais je comprends et je conçois que c'est pas du tout accessible à tout le monde et que tout le monde ne veut pas en faire et c'est absolument pas un problème. En fait, le principal, la chose la plus importante, je pense, c'est juste de pratiquer du sport, d'essayer de trouver du sens à ça et d'être surtout bien dans son corps, mais aussi dans sa tête. C'est ça aussi que ça permet le sport. Vous pouvez regarder les télés. En fait, on a tous la chance d'avoir dans son corps ce qu'on appelle des hormones du plaisir. En fait, notre corps, c'est accessible à tout le monde. C'est pas que les sportifs de haut niveau. On a en fait des hormones du plaisir qui sont là. Il faut juste les activer. Dedans, il y a les endorphines, la dopamine, l'adrénaline. En fait, il suffit juste de faire un petit peu d'activité physique, de solliciter ses muscles, ses globules rouges, et instantanément, va être sécrété des hormones qui vont vous permettre, en fait, regardez en bleu. Donc, comme je vous disais, c'est une source de plaisir. Ça va déclencher la bonne humeur. C'est automatique, hein. On a l'impression que c'est pas possible, mais c'est prouvé. D'ailleurs, notre médecin, après, va vous en parler plus que moi. En fait, il n'y a pas besoin de prendre de médicaments, de substances chimiques à mettre dans son corps. C'est déjà en nous. Il suffit juste de faire un peu de sport, quelques minutes par jour, pour avoir tous ces bienfaits. Donc la bonne humeur, la réduction du stress, davantage de concentration, de mieux dormir, et même parfois des antidouleurs. Voilà. Donc en fait, en nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent se réveiller juste avec une petite pratique sportive. C'est un peu, je sais pas, j'imagine qu'il y en a plein d'entre vous qui font du gaming. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous voulez, il y a plusieurs niveaux de jeu et votre but c'est d'essayer d'aller au plus haut niveau. Bon, moi en fait, voilà, dans le judo, j'ai dit ok, c'est quelque chose qui me plaît, auquel je suis passionné. Quel est le plus haut niveau dans ce sport? On m'a dit bon bah le judo c'est les Jeux Olympiques. Ok, en tant que joueur, je me suis dit bah écoutez, moi ça va être mon objectif d'essayer d'aller chercher ces Jeux Olympiques et donc du coup je me suis mis un petit peu à fond là-dedans évidemment à essayer de combattre, d'aller en compétition les week-ends. Mais encore une fois là-dedans il n'y avait aucune contrainte, c'était que de l'amusement, c'était encore du plaisir. À l'âge de 15 ans, je sais pas quel âge vous avez, vous êtes 12-13 ans, c'est ça à peu près? Ouais. Donc voilà, à peu près à votre âge, moi j'étais un petit peu un ovni au collège. Les gens
Genre, j'avais des copains, évidemment, mais en fait, quand on me demandait ce que je voulais faire, j'avais un peu un objectif précis, j'étais un petit peu focus sur mon objectif, et même à mes professeurs, quand ils me demandaient ce que je voulais faire plus tard, je leur disais, moi, je vais être champion de judo. Et on me disait que c'était pas un métier. Je leur disais, oui, certes, mais pour l'instant, c'est un peu vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est un peu ma priorité. Donc, je me suis focus là-dessus. Et donc, à 15 ans, comme je vous disais, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre un centre d'entraînement à Paris qui s'appelle l'INSEP, donc là où il y a eu les vidéos là. Je suis arrivé là-bas et je me suis vraiment très bien parce que j'étais entouré de gens qui partageaient la même envie et la même passion que moi. C'était que des sportifs, que des sportifs de tous les sports, mais dans ma classe, voilà, et on était 30, c'était 30 sportifs. On parlait le même langage, on parlait justement des mêmes objectifs, des mêmes passions, et donc du coup, je me sentais un petit peu moins en décalage que dans mon collège de province où quand je parlais de sport de haut niveau, tout le monde était là en train de fumer sa clope, machin. Donc il y avait vraiment un décalage où on n'était pas sur le même. Moi, j'arrivais pas à comprendre les intérêts des autres, les autres n'arrivaient pas à comprendre mes intérêts. Donc j'ai été très content de me retrouver à l'INSEP. Et puis voilà, en fait, très rapidement, ça a été assez vite. Ça a été assez vite pour moi. En fait, assez rapidement, en fait, ma carrière, elle s'est faite, on va dire sur 10 ans quand même. Mais 10 ans, ça passe très vite. Il y a eu des moments difficiles, évidemment, mais à chaque fois, dans le plaisir de la pratique, dans le plaisir de faire, je me suis régalé et j'ai pu évidemment m'entraîner dur. Ça a jamais été, on m'a pas donné ces médailles, ça a été difficile, mais j'ai vraiment jamais ressenti la difficulté même si on me demandait de faire une séance très très difficile, en fait, voilà, j'avais ce goût de l'effort, ce goût de la performance. J'aimais ça, je savais qu'il fallait en passer par là. Et en fait, quand on ramène la notion du jeu, du plaisir dans chaque exercice, ça passe beaucoup mieux. Donc, ceci étant, moi, au lendemain des Jeux Olympiques, je dis à mes entraîneurs, écoutez, moi, ça y est, j'ai atteint mon objectif, je peux passer à autre chose, en fait. Et donc, on m'a conseillé de continuer, on m'a dit que j'avais du potentiel, que je pouvais faire encore d'autres choses. Mais à partir de ce moment-là, je sais qu'il y a eu un changement dans mon corps, un changement dans ma tête, où en fait, ça y est, il manquait un peu vous savez, cet entrain à vouloir aller à l'entraînement. J'y allais un peu plus à reculons. J'avais déjà de moins en moins envie. Tout simplement parce qu'en fait, dans ma tête, j'étais passé à autre chose. J'avais plus envie, ça m'amusait plus. Du coup, en fait, ça a été assez logique pour moi de devoir arrêter, en fait. Donc, en fait, dès que la passion, dès que le plaisir n'était plus là, je pouvais absolument plus me forcer à faire autant d'efforts. J'avais pas le moteur. J'avais plus l'essence dans le moteur, en tout cas. Et donc, j'ai arrêté, tout simplement. J'ai arrêté. J'avais envie de découvrir autre chose dans la vie, parce qu'au final, il n'y a pas que le sport dans la vie. Il y a plein de choses hyper intéressantes, plein d'autres challenges. Et notamment, je suis parti à l'étranger. J'avais envie de partir à l'étranger, de vivre à l'étranger. Donc, on est parti avec ma femme. J'y ai vécu 8 ans. J'y ai fait des choses complètement différentes, complètement éloignées du milieu sportif, mais toujours avec ce mindset, cet état d'esprit de m'amuser, de découvrir, toujours un peu de jouer, même à l'âge adulte, on peut continuer à avoir cet état d'esprit de découverte, de challenge, de défi, de choses comme ça. Donc c'est ce que j'aime faire. Vous pourrez me reposer des questions après sur ma vie un petit peu plus si vous êtes intéressé à cette vie à l'étranger, de qu'est-ce que j'ai pu y faire. Mais voilà, pour en revenir un peu juste à mon parcours sportif, après 8 ans, passé à Los Angeles, j'ai décidé de revenir en France. Pas pour le sport non plus. J'avais fait le tour un peu de la question avec ma femme. On avait envie de rentrer en Europe et notamment à Paris, ça nous manquait. On est rentré, on a continué notre travail à Paris. Et puis un beau jour, c'était donc il y a 5 mois maintenant, je retourne à l'INSEP complètement par hasard pour aller voir mes entraîneurs d'il y a longtemps. Et puis une discussion se met en place. Et puis là, on me parle. En fait, en gros, on me renvoie au fait de participer aux Jeux Olympiques. Et alors là,
moi, j'avais pas du tout ça en tête, pas du tout, du tout. Pour moi, j'avais tiré un trait sur ma carrière, j'avais arrêté au bon moment, j'avais aucun regret. Mais ce petite graine qu'on m'a mis dans la tête, je me suis dit, mais est-ce que ça pourrait pas être un nouveau challenge, ça encore, un nouveau défi, un nouveau jeu? Est-ce que ça te stimule pas suffisamment pour, en gros, te laisser tenter? Et au final, la question, à votre avis, en combien de temps j'y ai répondu? En 48 heures, en 2 jours. En fait, dès que la graine a été plantée, je me suis dit, ah mais ce jeu-là, j'aime bien, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, certes, mais là, c'est un peu différent. C'est un challenge, un défi où, en gros, j'ai 400 jours. 400 jours, c'est un tout petit peu plus d'1 an, pour essayer de me qualifier aux Jeux Olympiques. Tout le monde, sur le papier, pourrait dire c'est impossible, t'as pas le temps, ça fait trop longtemps que t'as arrêté. Mais moi, l'impossible, en fait, ça me stimule un petit peu. J'ai quand même un petit peu envie d'essayer. Et voilà, et du coup, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, écoute, je vais reprendre le judo, je vais mettre entre parenthèses ma vie professionnelle actuelle, et je repars pour 400 jours à fond. Elle m'a dit, bah écoute, fais ce que tu veux, bon courage, amuse-toi. Et puis voilà, j'en suis là, ça fait maintenant 5 mois que j'ai repris l'entraînement avec cette volonté et cet objectif de participer, non seulement participer, mais aussi combattre et rapporter une médaille au JO. Donc voilà un petit peu le parcours. Et moi j'aime bien dire qu'en fait le sport en général, c'est un peu l'école de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on va te donner des clés, des outils, quand tu es petit, ado, pour en fait essayer d'appréhender le monde donc pour vous, à vos yeux, le monde de vos parents, le monde, la vie, quoi, la vie en société, en tout cas le vivre ensemble. Et en fait, le code moral propose pas mal de choses. Et en fait, je me suis basé là-dessus pour justement un peu vous montrer ce que le sport apporte au-delà, évidemment, de l'aspect sanitaire et santé, et pourquoi c'est bon de faire du sport. Ça, notre docteur va nous en parler mieux que moi. Mais regardez tout ce que ça apporte aussi. En fait, le code moral à gauche, en rouge, c'est le code moral du judo. Donc en fait, c'est un peu les valeurs que le judo véhicule. Mais moi, encore une fois, je préfère dire que le sport véhicule. Donc l'amitié, on en a parlé. L'amitié, c'est quoi? C'est un vecteur de lien social. C'est là où on partage avec ses amis, on a de la bienveillance envers ses amis, on se challenge, on s'écoute, on s'entraide. On peut avoir de l'admiration pour les gens. L'amitié, quand même, dans la vie, vous pourrez en parler autour de vous, vos parents, même vous, à votre âge, c'est déjà les débuts, les premiers liens d'amitié. C'est un peu, on ressent ça comme quelque chose d'important. C'est ce qui vous nourrit un peu votre cœur. Et bien plus tard, on a encore vachement besoin d'amis dans la vie. Et on l'apprend avec le sport parce qu'on s'entraide, on s'entraîne ensemble, etc. Le courage dans le sport, le courage c'est hyper important et dans la vie aussi. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'oser les choses, de se motiver, d'essayer de se prouver qu'on est capable de faire des choses. Parfois, en fait, on fait pas de sport parce que on a peur, on a l'impression que on va pas y arriver. En fait, le courage, c'est important, ne serait-ce que juste de bousculer ses habitudes, de se challenger, de se mettre un peu des défis. Le contraire de courage, d'ailleurs, c'est se décourager. Okay? Souvent, ne pas avoir la flemme ou ne pas avoir envie, c'est un peu se décourager pour faire quelque chose. Le sport, ça vous permet d'apprendre ça et de persévérer aussi. Ensuite, il y a la politesse et le respect. Ça, tout le monde connaît. C'est un peu une grande thématique, mais c'est hyper important. On parle souvent de respect des autres, mais parce que dans le sport, évidemment, il y a des règles à respecter. Il y a les autres, on ne va pas faire quelque chose d'interdit. Le professeur va nous dire quelque chose, on doit écouter. Mais moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est le respect de soi-même. En fait, c'est hyper important. Et aujourd'hui, je pense que c'est central. C'est de prendre conscience, que vous preniez conscience que vous possédez là un corps, on va le voir après aussi, que en gros, voilà, vous êtes maître et que chaque chose que vous y faites, c'est pour vous, c'est pour votre bien. Essayez de comprendre ce lien au corps et au bienfait. Donc, vous respectez. Il y a évidemment aussi savoir écouter les autres, tolérer les autres, prôner l'égalité. Tout ça, c'est aussi hyper important dans la vie, je trouve. La modestie, qu'est-ce que c'est la modestie? C'est rester humble, c'est ne pas se vanter. Au contraire, c'est plutôt être dans le partage, dans le fait d'encourager l'autre, encourager son pote parce qu'il n'y arrive pas, il a un peu de mal.
plutôt que vous avez gagné la compétition et puis on oublie tous les autres. Non, en fait, on peut comme ça, encore une fois, aider et essayer de redescendre un peu, avoir les pieds sur terre. Le contrôle de soi, très important dans la vie aussi. Pas s'emporter dès qu'on a une émotion qui nous arrive, on a du mal à gérer, on est en colère, on est énervé. En fait, le sport, ça vous apprend aussi à ne pas s'emporter, à garder son calme, à avoir plutôt de la concentration sur les choses en amont, être assez serein. C'est important. Et pour finir, l'honneur et la sincérité. Ça, c'est pour, en gros, ne pas, encore une fois, ni trahir les autres, trahir sa parole, mais aussi ne pas se trahir soi-même, ne pas se mentir. Voilà. Si on a prévu de faire quelque chose, essayer d'aller au bout des choses, essayer de se mettre au centre de son projet et de sa vie. J'ai été ravi, moi, de vous partager un petit peu ma vision du sport, comment je le vis, comment je le vois, par le plaisir, par le jeu. Et je pense que maintenant, il est temps de passer la parole à notre médecin qui va vous parler un peu plus en détail du côté santé, de pourquoi, en fait... va vous donner des chiffres qui font un peu peur, malheureusement, mais je crois que parfois c'est bien aussi de bousculer. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Sophie Chat, vous êtes médecin, ambassadrice du programme Bouge. J'ai cet honneur, oui. On a trouvé notre ambassadeur aussi. Hein. Oui, tout à fait. Je crois qu'il a à peu près tout dit. Donc moi, je suis médecin du sport, je représente le ministère des Sports pour le développement du sport santé bien-être. Comme Hugo l'a dit, on parle de sport, mais le sport n'est qu'une catégorie de tout ce qu'on peut faire pour faire du bien à sa santé, qui est l'activité physique de manière générale, c'est-à-dire bouger. Pourquoi il faut bouger alors ? Alors pourquoi il faut bouger ? Je vais repartir de la métaphore. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors c'est un peu flou parce qu'en plus c'est un petit bout. C'est un petit bout de... C'est volontaire, hein, on ne va pas s'amuser à décrypter tout ça, mais c'est un petit bout de ce qui se passe dans un coin d'une cellule de notre organisme, n'importe quelle cellule. Et vous voyez la complexité de ce qui se passe sans qu'on prenne conscience du tout de ce qui se fonctionne dans notre corps quand on bouge, quand on respire, même quand on ne fait rien. Tout ça, ça fonctionne tout seul. Et effectivement, on est dans de la haute technologie. On est tous des machines de très haut niveau, qu'on soit sportif de haut niveau ou collégien au repos en classe devant le tableau. Tous nos organismes fonctionnent comme ça. Ça, c'est un petit bout d'une cellule de notre corps, et il y en a des milliards. Et en fait, vous voyez que c'est une mécanique assez incroyable. Hein. On parle beaucoup de technologie, on parle d'intelligence artificielle, etc. Mais il faut comprendre que ce qu'on est, nous, c'est cette technologie absolue. Et ça, il faut comme Hugo l'a très bien dit, il faut l'entretenir. C'est quelque chose qui... ça fonctionne tout seul, c'est superbement conçu par la nature. Hein. La biologie, avec l'évolution des espèces, fait que c'est extrêmement optimisé. Mais encore faut-il entretenir la machine. Donc effectivement, l'eau, plutôt que du sucre, des sodas qui vont très vite détraquer tout ça. Le corps est prévu pour que, quand du sucre arrive, ça va déclencher la synthèse d'une hormone qui va se fixer sur la membrane. Là, va déclencher tout un tas de choses dans une cellule. Mais si on en abuse, du coup, si on abuse des mauvaises choses, si on se gave de sucre, par exemple, le sucre, c'est quand même un des ennemis numéro 1, bien, ça va détraquer tout ça. Et c'est un des seuls exemples, mais il y en a beaucoup. Le fait de ne pas bouger, ça va déclencher à peu près le même dysfonctionnement de toute cette machinerie extrêmement bien huilée. Donc, en fait, la prise de conscience, c'est que notre corps est une machine superbe. C'est vraiment de la haute technologie. Vous n'en êtes pas conscient, mais il faut absolument le considérer comme ça. On ne va pas forcément parler de santé, mais il faut considérer que ce que vous avez là, vous l'avez pour la vie et qu'il va falloir durer. Enfin, moi, je vous le souhaite. Hein. L'objectif, c'est quand même de durer et de durer en bonne santé. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a tout un tas de maladies qu'on ne voyait avant que chez l'adulte, qu'on voit maintenant chez des adolescents, même déjà à partir du lycée. On voit du diabète de type 2, hein, de la résistance à l'insuline avec des pancréas qui ne fonctionnent plus, etc. Des gens qu'on est obligé de traiter comme on traitait avant des adultes âgés. On voit ça arriver maintenant chez des lycéens parce qu'on abuse de la mauvaise nourriture, on ne bouge pas assez. Et donc, ce message, c'est
prendre soin de votre corps parce qu'il va vous servir pour toute une vie. Il y a une vie de travail derrière aussi, il faut penser à travailler et vous aurez des jobs. Et comme l'a dit Hugo, il faut, c'est avec toutes les valeurs qui vont aussi avec le sport, tout ce que vous amène à la pratique de l'activité physique, c'est aussi arriver à tenir des cadences, à faire face à des responsabilités, à des besoins, porter des charges, pouvoir conduire, et pour votre vie de tous les jours. Si votre corps n'est pas préparé, vous ne pourrez pas, et c'est quelque chose qu'on voit maintenant. On voit des jeunes qui n'arrivent plus à déplacer une machine à laver, par exemple, quand ils doivent déménager. On a des enseignants en EPS qui voient des collégiens faire des lumbagos parce qu'ils n'ont plus de muscles. Et donc, dès qu'ils ont un effort à faire, paf, le dos se coince. Voilà, c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est des choses qui sont publiées, qui sont remontées par tous les enseignants en EPS, les profs de sport, etc. Donc moi, je vous incite à considérer votre corps comme quelque chose de très précieux dont il faut prendre soin. Et l'activité physique, c'est vraiment la meilleure manière d'en prendre soin. C'est le seul outil pour vivre longtemps, sans médicaments et en étant autonome, en pouvant faire un maximum de choses. Alors au quotidien, c'est quoi par exemple, Sophie, au lieu de... C'est marcher, c'est faire du vélo, c'est quoi? Exactement, on peut montrer la diapo suivante. C'est bouger en fait, tout simplement. Activité physique, la définition, c'est tous les mouvements du corps qui sont provoqués par la contraction des muscles et qui entraînent un peu de dépense énergétique. Alors là, c'est pareil, on ne va pas s'amuser à lire toutes les petites vignettes, mais c'est juste pour vous montrer que quand vous bougez, parce que vous courez autour de la table après votre frère ou votre sœur, ou vous courez avec votre chien, ou vous allez courir dans la nature ou ramasser des champignons ou ce que vous voulez, ou aller faire du sport dans une salle, à partir du moment où vous vous mettez en mouvement, vos muscles vont produire tout un tas de molécules. Et en fait, le médicament, c'est vous qui le fabriquez. Toutes ces molécules, là, vous voyez, dans tous ces petites vignettes, là, il y a des noms de molécules qui sont libérées par le corps, par les muscles. On appelle ça des myokines, hein, c'est des cytokines du muscle, et qui vont avoir un effet bénéfique, un effet anti-inflammatoire, un effet sur le cerveau. Il y a une molécule BDNF là, qui agit sur le cerveau, qui est très importante, qui explique pourquoi, si vous êtes allé courir un petit peu, ou après le cours de sport, eh ben vous arrivez plus facilement à vous concentrer, vous mémorisez mieux. Il est bien prouvé que grâce à la mise en œuvre de cette molécule-là, on a des meilleurs résultats scolaires. Donc c'est une erreur quand on bloque sur un devoir ou quand on en a marre, on se dit ce soir je suis fatigué, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Eh bien c'est une erreur de se dire alors je vais me mettre 2 heures sur mon livre. Non, c'est beaucoup plus efficace d'aller marcher, courir, promener son chien ou aller avec la voisine faire le tour du quartier d'un bon pas. Si on n'a pas envie de courir, on marche un peu vite et puis on revient se concentrer et ça marchera beaucoup mieux. Donc bouger, c'est tout ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Donc le sport, c'est une façon de faire de l'activité physique, mais il y en a bien d'autres. C'est dans les déplacements, évidemment, à chaque fois qu'on peut marcher ou faire du vélo plutôt que de venir au collège à vélo ou en transport en commun, on descend un petit peu plus loin, on prend le bus, on descend un peu plus loin et on se donne l'occasion de marcher quelques minutes. Il y a, je crois, 50% des collégiens qui habitent à moins de 2 km du collège et qui pourraient à cette occasion marcher. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est pour votre âge, pour les moins de 18 ans, c'est de faire tous les jours 1 heure d'activité modérée à intense, tous les jours. Alors, je ne sais pas si 1 heure. En fait, les statistiques nous prouvent que la plupart des collégiens et des lycéens n'atteignent ce niveau-là que le jour où ils ont EPS, parce que le reste du temps, ils ne marchent pas assez, ils sont assis toute la journée en cours, et puis après chez eux, et puis après dans les voitures. Et activité modérée et intense, ça veut dire que c'est soit de la marche rapide, soit courir, c'est indispensable. Vous êtes en pleine croissance, il est indispensable pendant la croissance d'avoir des sports où on tombe, on prend des coups, on tire, avec des impacts, parce que c'est à ce moment-là que vous allez renforcer votre système osseux, votre squelette, et votre masse osseuse maximale, vous allez l'atteindre à 20-22 ans, mais ensuite, vous n'allez faire que perdre de l'os avec le vieillissement. Et un jeune qui ne fait pas de sport pendant sa croissance, il va avoir des os insuffisamment solides et qui vont risquer de se fracturer beaucoup plus tôt. Quand on parle d'1 heure, c'est cumulé, hein. C'est pas 1 heure forcément où il faut organiser quelque chose qui dure 1 heure dans la journée. C'est 10 minutes de marche le matin, c'est un trap-trap dans la cour pendant un quart d'heure, c'est 4 danses TikTok devant son miroir.
C'est ça. Ça compte, et ça, bah, Et ça compte, hein. compte. Alors, quand, Si vous pouvez effectivement, en faire 10 dans ce TikTok, allez-y. exactement. Quand il fait nuit le soir, on se dit bon, j'ai pas envie d'aller ressortir. Moi, chez moi, il fait nuit autour de chez moi, à la campagne ou dans la rue. Eh bien, vous mettez la musique dans votre chambre et puis vous dansez, vous sautez sur place. Et ça, c'est de l'activité physique. Et si vous pouvez le faire à deux ou sous forme de challenge, ça marche très bien. Tout ça, ça marche. Il suffit juste de le décider, parce que ça, c'est quand même aussi la clé du truc. Hugo nous l'a dit, il a décidé quelque chose, mais ça, on doit le faire tous les jours dans notre vie. On doit décider. Effectivement, quand on est au chaud dans le canapé, on n'a pas forcément envie d'aller ressortir. Il fait froid, j'ai pas envie d'aller. Mais ça se décide. On se dit, allez, 1, 2, 3, j'y vais. Et de toute manière, la vie, ça n'est que ça après. Hein, c'est de décider. Donc, il faut décider pour soi-même. Si vous habitez en immeuble, bon, ici on est dans un milieu rural, mais si vous habitez en ville, vous êtes dans un immeuble, privilégiez les escaliers. Peut-être pas tous les jours, mais allez, au moins 2, 3 fois par semaine, vous dites, ah bah allez, il y a 3 étages, je me les fais à pied. Je sais pas, vous mettez un petit défi, un challenge. Tiens, là, je les ai fait en 1 minute. Demain, je vais le faire en 55 secondes. Enfin, je sais pas. En fait, l'idée, c'est de toujours essayer de mettre cette notion, encore une fois. Enfin, moi, ce que j'aime dans les choses, c'est de me challenger, de dire, bah, tiens, là, je vais aller là, ouais, en moins de temps possible, ou avec mon pote, tiens, machin, bah, puis on va marcher un peu plus vite, et puis on va voir que... Voilà, en fait, il faut trouver des activités comme ça qui sont... qui vous bousculent, en fait, un petit peu, effectivement, dans vos quotidiens. Quand on est enfant, on attend que ça vienne des adultes. On attend que voilà, on nous organise un jeu, qu'on nous stimule. Mais en fait, ça peut venir de vous. Si entre vous, il y a une personne qui est un peu leader, qui propose quelque chose, essayez de rentrer là-dedans, donc de pas être tous à être en non, la flemme. Essayez de rentrer dans la dynamique plutôt de l'activité et du jeu. Si quelqu'un se dit allez, on se ferait pas un trap-trap là, bah allez, vas-y, c'est parti, on le fait. Et puis hop, c'est parti, on s'organise un quart d'heure plutôt que d'être là, à être sur. Bon, vous n'avez pas les téléphones à la cour, heureusement, mais. Je donne juste un chiffre justement sur la mobilité. On sait que dans les cours de récré, effectivement, pendant longtemps, pendant des décennies, les enfants jouaient. Maintenant, on sait que dès l'âge de 7 ans, ils sont assez souvent assis dans un coin de la cour. Hein. C'est d'où le programme, la question ce qui est mis en place par le gouvernement des 30 minutes d'activité physique quotidienne. Mais si on s'intéresse au taux d'inactivité des adolescents, si on regarde en France les adolescents de 15 à 17 ans qui n'atteignent pas l'heure d'activité modérée à intense par jour, on est autour de 80% en France. On a 8 adolescents sur 10 qui n'atteignent pas cette heure de mouvement un peu intensif dans la journée. La France est au 22e rang des 25 pays les plus riches et au 119e rang mondial en termes de mauvais classement. Donc c'est vous dire que on est voilà. Et ce chiffre assez incroyable, causé par les écrans notamment. Alors oui, effectivement, l'ennemi public numéro 1 avec le sucre, c'est les écrans quand même. Je pense que vous serez les premiers à le reconnaître ou pas, mais à le savoir quand même. Oui, c'est les écrans. C'est le temps qu'on engloutit sur les écrans. Vous imaginez, le temps déclaré sur les écrans, il est à 4-5 heures, mais on sait que certains déclarent, et s'ils regardent leur temps d'écran effectif sur leur smartphone, on est plutôt à 7, 8, 9 heures au lycée. Donc, quelle place ça laisse effectivement à la balade en plein air, etc. Le problème, c'est les conséquences. Et le constat est... C'est Cyril Dion, je crois, qui parlait de ça. Il disait que si on passe 7 ou 8 heures par jour sur des écrans tout confondus, hein, donc là, je m'adresse aussi aux adultes, donc quand on travaille parfois sur les ordinateurs, etc., ça, plus les heures de sommeil, qui sont quand même au minimum de 8 heures par jour. Je crois qu'on passe 53 ans de notre vie à ne pas aller à la rencontre des autres, à discuter, à aller en forêt, à profiter de la nature. 53 ans sur une vie, à soit dormir, soit être devant un écran Alors certes, dans les écrans, il y a parfois des choses intéressantes. Je ne dis pas que tout est inintéressant, mais c'est juste... ça donne une idée de notre lien avec l'extérieur, avec autrui, les échanges ou la forêt, comme on disait tout à l'heure, ou la nature de manière générale. Erwan et Kellen ont des questions à vous poser, Sophie, comme ça vous allez pouvoir... la 17e, par exemple, la dernière, des questions que vous avez préparées en classe, hein, et vous êtes les porte-parole de la classe, tu prends le micro, tu le poses bien sur ton menton, comme ça. Une question pour vous, Sophie, la 17e, la dernière. Est-ce que c'est vrai que faire
du sport juste avant de dormir empêche de dormir? Alors juste avant de dormir, oui, parce que comme on l'a vu sur le schéma, là, on active plein de choses quand on fait du sport. Donc on va transpirer un petit peu, le cœur s'accélère, on va avoir un peu chaud. Mais par contre, ça amène aussi de la détente. Une fois qu'on a couru, qu'on a fait travailler les muscles sont programmés pour se détendre. Il y a eu les endorphines, etc., qui aident plutôt à dormir, qui font baisser l'anxiété aussi. Donc c'est très bien. Donc l'idéal, c'est de ne pas en faire après 8 heures, quoi, après 20 heures. Jusqu'à 20 heures, ça va. Qu'on ait le temps ensuite de redescendre un peu en température, que le rythme cardiaque diminue un petit peu. Mais voilà, si la seule solution, c'est de faire du sport le soir, il faut en faire le soir. La question 13, Kellen. Est-ce que sont... Non, la 13. Oui. Quels sont les meilleurs sports pour la santé? Hugo l'a dit, c'est le sport qui vous fait plaisir. C'est celui qu'on aura envie de pratiquer longtemps. Alors à votre âge, ce qui est intéressant, c'est quand même de mélanger un peu les activités pour à la fois travailler l'endurance, le cardio-respiratoire, mais aussi la souplesse, l'agilité, l'équilibre, la coordination, la force musculaire. On voit beaucoup d'adolescents aller beaucoup maintenant dans les salles de muscu et ne travailler que des groupes musculaires, que les pectoraux, les abdominaux, etc. Ça, c'est moyen. Ça, c'est pas très intéressant parce qu'on le fait que à visée esthétique et c'est pas harmonieux. On oublie de travailler le dos, on oublie de travailler tout le reste. Cardiaque. Le travail cardio, voilà, il faut quand même travailler l'endurance aussi. Donc, le mieux, c'est de faire un peu de tout, du sport co, du sport de combat, du sport de raquette. C'est un peu l'idéal. Mais si c'est plus simple d'aller un peu marcher, un peu courir, un peu faire du vélo, un peu aller promener son chien, et un peu nager, c'est très bien. Erwan, il fait beaucoup de sport. Il fait du basket. Il fait du sport quasiment tous les jours. Et une question à ce propos. Est-ce que c'est bien de faire du sport? C'est bon pour la santé? Mais Est-ce qu'il y a un risque d'en faire trop? c'est bien de faire du sport, c'est bon pour la santé, mais... Ah. Mais est-ce que faire trop de sport peut être mauvais pour la santé? Alors, en effet, mais il faut des volumes énormes pour que ça soit vraiment néfaste. Même à leur âge, ouais. Et à votre âge, vous pouvez encaisser des heures de sport tous les jours, du moment qu'il n'y a pas un geste répétitif, toujours le même, qui va surmener une articulation. Mais sinon, vous pouvez... après, les risques, c'est vraiment des fractures de fatigue, des choses comme ça. Mais il faut vraiment des volumes très, très importants. Hein. Hugo? Moi, ouais, je vais rebondir là-dessus, parce qu'au final, le sport de haut niveau, c'est un peu l'activité le métier dans lequel on s'entraîne le plus, on fait le plus de sport. En fait, pour revenir un peu à la métaphore de la voiture, effectivement, si on fait du sport, beaucoup trop de sport avec une vieille 2 chevaux ou une vieille, je sais pas si vous connaissez des vieilles voitures, votre moteur, il peut pas suivre. Donc en fait, il faut adapter le véhicule, il faut adapter le bolide dans lequel on le fait. C'est pour ça qu'il y a des Formule 1. Le corps d'un athlète de haut niveau, il est adapté à la pratique de niveau à outrance. Mais effectivement, si toi, je t'emmène demain à l'INSEP et on fait le même type d'activité, très rapidement, il va y avoir des problématiques physiques, musculaires, cardiaques, etc. Mais voilà, encore une fois, le véhicule dans lequel on fait du sport est important. Est-ce que tu croises des sportifs qui sont drogués de sport? On connaît Lisa Razou, par exemple, footballeur champion du monde, qui dit que c'est une maladie, quoi. Il en fait 10 heures, 12 heures par jour. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être sportif de haut niveau pour parfois avoir... on entend souvent des gens qui, après 40 ans, 50 ans, se remettent à faire du footing, par exemple. Et en fait, ils découvrent justement en n'aimant pas le footing. Et en fait, ils en font 1, 2, 3, 4 fois. Et à partir de la 4e séance, c'est arrivé à ma sœur, elle est devenue complètement addict aux sensations en fait, de plaisir, de bonheur qu'elle ressentait à la fin d'une séance. Et donc en fait, ça la poussait, ça la motivait au moment où elle met ses chaussures, ses chaussettes, et elle n'a pas forcément envie d'aller dehors, sous la pluie ou quoi, parce que voilà, il y a des contraintes extérieures qui sont peut-être moins motivantes. Et puis après, Et en fait, dès qu'elle est partie, elle fait ses 20 minutes, 40 minutes, et en fait, elle comme ça, chaque jour, elle est un peu choquée de voir qu'elle progresse, parce que c'est ça aussi, c'est qu'en fait, au début, on s'en fait toute une montagne d'un effort physique. Quand on dit qu'on a la flemme, c'est parce qu'en fait,
on se projette dans la vision de la souffrance, entre guillemets, de dire « Ah non, je vais être dehors, je vais être fatigué, puis il pleut, je vais revenir là. » Voilà. Et en fait, tout ça, ça y est, ça fait qu'en fait, on se met des blocages. Alors que si on arrive à passer ce truc-là, donc à se motiver, je parlais de courage tout à l'heure, juste d'avoir un tout petit peu de courage pour y aller, une fois qu'on est lancé, non seulement on prend du plaisir, etc., on revient, on se sent bien, on dort mieux, on récupère, le lendemain on se sent frais, etc., mais en plus de ça, on progresse. C'est-à-dire qu'en fait, sans le vouloir, juste le fait de répéter une activité, en fait, on progresse. Et en fait, quelque chose qui nous paraissait impossible de faire là aujourd'hui, en fait, demain va devenir très facile parce qu'en fait, on l'a fait 3, 4, 5, 10 fois avant. Et en fait, comme ça, on va progresser, mais sans forcément chercher, encore une fois, de la performance. Mais c'est juste qu'en fait, même dans la vie de tous les jours, c'est aussi se dire « Oh non, mais j'ai ça à faire, l'horreur et tout. » Tout le monde n'a pas envie de faire un truc parfois, donc on procrastine, on repousse. En fait, si on prend le truc frontal, voilà, on le prend à bras-le-corps, on le gère, on arrive à passer le truc, ça devient de plus en plus facile. Juste en complément, effectivement, on le voit beaucoup en sport santé. Moi qui observe beaucoup les gens qui rentrent maintenant dans des activités sport-santé parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient faire du sport ou de l'activité physique pour leur santé. Des fois, c'est des gens qui ont découvert, qui se disent « Moi, j'aime pas le sport. » Alors, certains sont extrêmes, même ils disent « Moi, l'idée de faire du sport, ça me ferait vomir. J'ai jamais aimé ça. » Mais on leur dit « Viens, il y a un club là de gym ou de marche super doux, tu viens. » Et puis, c'est des gens qui, d'un seul coup, parce qu'ils prennent d'abord le goût de l'effort et puis ils expérimentent le plaisir que c'est de mettre son corps en mouvement et de libérer toutes les substances qu'on a vues là. Et après, ils organisent leur journée à partir de ça. C'est des gens qui deviennent complètement dépendants parce qu'ils se rendent compte que ça leur fait tellement du bien qu'on retrouve des gens à 60, 65 ans se mettre à aller au club de gym ou de marche tous les jours et du coup faire venir les copains et les copines, etc. C'est vraiment, il faut l'essayer, quoi. Kellen, la question 15, une question qui peut faire rigoler mais qui n'est pas inintéressante. Est-ce qu'on fait du sport quand on dort ? Est-ce qu'on fait du sport quand on dort ? Et non, parce qu'on a donné la définition tout à l'heure. Le sport, c'est une activité physique. Et l'activité physique, ça sous-entend qu'il y a une dépense énergétique et qu'on fait travailler les muscles. Donc quand on dort, le corps travaille quand même. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. On consomme des calories parce qu'il y a la respiration, il y a le cœur qui bat, la digestion, etc. Donc ça représente une bonne partie des calories d'ailleurs qu'on dépense dans une journée, mais c'est pas du sport, non. Et quand on est allongé dans un canapé à regarder la télé, on fait pas de sport du tout non plus. Et Même quand si on fait la PlayStation et qu'on fait travailler le pouce, on fait pas de sport non plus. Le programme s'appelle Bouge, mais il y a des questions sur le sommeil, vous allez pouvoir y répondre. La 16, Erwan. Combien de temps il faut dormir ? Alors pour vous, c'est autour de 9 heures. Enfin, ça devrait être 9 heures. On sait que 8 heures, 9 heures, vous devriez être au lit. Et malheureusement, ce qu'on entend dire, c'est qu'avec les écrans, mais c'est valable aussi chez les adultes, les temps de sommeil se sont beaucoup rétrécis. Il y en a beaucoup qui dorment avec leur téléphone portable dans la chambre, à envoyer des SMS encore à minuit, etc. Ça, c'est hyper mauvais. Le sommeil, c'est vraiment, quand on dort, le corps se répare. Vous avez vu l'image de la cellule, tout ça, il y a plein d'enzymes qui réparent, qui rebricolent, qui réparent les petits dégâts qui sont faits dans l'ADN, dans les protéines, etc. Tout ça, ça se passe pendant la nuit. Et pendant la nuit aussi, il y a l'hormone de croissance qui est produite en grosse quantité, et c'est pendant la nuit qu'on grandit. Donc si on a un sommeil de mauvaise qualité, ça a un impact sur la croissance, mais aussi sur l'humeur. Le lendemain, on est fatigué, on n'est pas concentré. Donc le sommeil, c'est vraiment primordial. C'est avec l'activité physique et l'alimentation, c'est vraiment les 3 choses qu'il faut absolument respecter. Alors justement, une question sur l'alimentation, Kellen. Alors d'abord pour Hugo, et puis après peut-être de façon plus générale, Sophie. Avez-vous un régime particulier ? Un régime alimentaire particulier. Alors, il y a une contrainte au judo, c'est qu'il y a une catégorie, donc toi, c'est moins de 73 kilos. Exactement. En fait, j'en ai parlé un petit peu à la fin, quand je parlais de ce qu'on met dans notre moteur. Oui, évidemment, moi, j'ai une conscience maintenant, donc en tant qu'adulte, même pas en tant que sportif. En tant que sportif, encore plus, j'ai envie de dire, mais en tant qu'adulte, on a un peu plus conscience de ce que chaque élément qu'on met dans son corps procure. Donc évidemment, ça procure énormément de plaisir. Moi, je vais vous avouer que, par exemple, quelque chose, c'est que je suis addict au sucre. Voilà. En fait, c'est une addiction, le sucre. On s'en rend pas compte, et on en parlait. C'est la pire chose. Souvent, on parle de cigarettes, de nicotine, d'alcool, où en fait, on a l'impression que c'est des choses très graves comme ça. Mais en fait, le sucre, c'est parfois plus grave que même certaines drogues. Donc,
moi, j'ai cette conscience-là, je le sais, parce que plus petit, moi, en fait, je consommais un peu sans réfléchir. C'est normal, enfin, vous n'avez pas tous les éléments aujourd'hui de réponse et d'analyse pour comprendre. On est là pour ça aussi, pour vous donner des éléments. Donc oui, j'ai une conscience et j'ai un régime alimentaire particulier, j'ai envie de dire oui, de manière générale. Après, avant une compétition, encore plus, parce que là, il faut que je perde du poids. Donc là, évidemment, on appelle ça un régime. Bon, en vrai, je le conseille à personne. Maintenant, il ne faut pas non plus que ce soit une contrainte, encore une fois. Il faut que ce soit un plaisir de manger. C'est important de manger. On a une bonne gastronomie en France, mais il faut comprendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est bon, comme je disais, goûtu ou bon, sain pour le corps. Mais ça veut dire que tu manges du sucre, tu manges des bonbons, tu manges des gâteaux. Ponctuellement, en fait, encore une fois, il faut être équilibré. Voilà, il faut être équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire équilibré ? Équilibré, c'est la moyenne. Pour avoir une moyenne, ça veut dire qu'on a des hauts et des bas. Donc en fait, on essaye parfois de se faire plaisir, mais si on se fait plaisir trop souvent, votre moyenne, elle va monter. Donc en fait, il faut rééquilibrer. Si on se fait plaisir, évidemment qu'on veut se faire plaisir, mais derrière, le reste de la semaine ou le reste de la journée, évidemment que moi aussi j'aime bien, je sais pas moi, des friandises, des choses comme ça. Bon je vais pas en manger tous les jours, mais si un jour j'en ai vraiment envie, je vais en manger une, en ayant la conscience de me dire, bon, voilà, là je me suis fait plaisir, maintenant rééquilibre, mange autre chose, ne bois pas derrière un coca, une glace, voilà, bois de l'eau, essaie de manger 2 ou 3 fruits en fin de jour, enfin et voilà, et on rééquilibre. Donc oui, il faut se faire plaisir. On parle pas là de vivre 80 ans à manger de la salade et des choux de Bruxelles, c'est pas l'idée. C'est d'équilibrer, d'avoir la conscience de ce qu'on met dans son corps. Qu'est-ce qu'on sait de l'alimentation de nos collégiens là, en 2023 En même temps, c'est les parents qui font encore les repas. Oui, c'est ça. Et ce qu'on voit, on voit les consommations de fast-food, etc. Et puis on voit surtout l'apparition, la dégradation, l'augmentation continue du surpoids et de l'obésité, qui a augmenté d'un facteur 4 en 25 ans. C'est quelque chose sur lequel on n'arrive absolument pas à avoir une efficacité pour le moment, même avec les plans nationaux, nutrition, etc. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on manque de temps, on cuisine moins à la maison, donc on mange des pizzas, on mange des plats tout faits, etc. Donc voilà, il n'y a pas mieux qu'une alimentation saine, équilibrée, réapprendre à cuisiner, à faire cuire à l'eau des haricots verts, et puis même on a le droit de mettre un peu de fromage ou de crème fraîche dessus, mais en fait c'est des choses qui sont très simples et qui ont été complètement oubliées. Il faut réapprendre à manger naturellement, mais c'est effectivement on voit bien les consommations courantes maintenant qui vont pas dans le bon sens. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à poser à Hugo ou à Sophie, notre médecin. Quel est ton prénom ? Est-ce qu'on peut mourir si on mange trop de sucre ? Si on se nourrit exclusivement de sucre, oui, parce que en fait, à chaque fois que tu manges du sucre, ça déclenche la production par le pancréas d'une hormone, l'insuline, qui est censée faire rentrer le sucre à l'intérieur des cellules, parce que le sucre est quand même le carburant de la cellule pour fonctionner. Mais le problème, c'est que si on en mange énormément, au bout d'un moment, l'insuline ne fonctionne plus. La cellule devient même résistante à l'insuline. L'insuline ne fonctionne plus. Et on a des taux de sucre tellement importants dans le sang que ça peut donner, c'est connu, un coma hyperosmolaire. Enfin, c'est connu chez les diabétiques qui est diabétiques de type 1, qui doivent s'injecter de l'insuline. Quand ils n'ont pas assez d'insuline, en fait, ils font des hyperglycémies très, très dangereuses, oui, pour le cerveau notamment. La règle, c'est qu'il faut manger de tout, mais en quantité modérée. Il ne faut rien exclure. Même les gens qui font des régimes pour perdre du poids, on leur autorise le petit carré de chocolat, etc. Parce que c'est vraiment la meilleure solution. Il faut manger de tout en quantité raisonnable. Et donc, on a le droit aussi au miel, au chocolat, etc. Mais c'est vraiment une question de quantité. Quel est ton prénom ? Gwendoline. Vas-y Gwen, on t'écoute. Est-ce que l'impact du sel est la même que le sucre ou pas ? Ah, intéressant. Très bonne question. Éviter de manger trop salé, trop sucré. Le sel, c'est hyper grave aussi et on mange aussi beaucoup trop salé. On devrait ne rien rajouter dans l'alimentation parce que le sel, en fait, quand on en mange beaucoup, il passe dans le sang, il fait retenir l'eau. Le sel attire l'eau et du coup, ça augmente le volume du sang et ça donne de l'hypertension artérielle.
Et l'hypertension artérielle, c'est une des maladies les plus fréquentes. C'est ce qui provoque ensuite la dégradation des vaisseaux, la fatigue du cœur, etc. Donc oui, on est censé... Alors, vous n'êtes pas forcément les premiers à rajouter du sel sur les légumes ou sur la viande, mais par contre, les produits salés comme les chips, qu'on consomme beaucoup, en France, on est quand même un peu aussi des gros consommateurs de chips. Par exemple, là, c'est du sel en grosse quantité, dans les pizzas aussi, tout ça. Donc, il faut absolument... Santé publique France nous dit toujours à éviter de manger salé, trop sucré, trop gras. Voilà. Le sel, c'est aussi un gros danger. Quel est ton prénom? Mathis. Est-ce que si on loupe 1 heure de sport un jour, mais qu'on fait 2 heures de sport l'autre jour, ça a le même impact? Alors, du jour au lendemain, ça va à peu près. C'est une bonne question, hein, c'est très intéressant parce que y a beaucoup de gens qui se disent je fais rien dans la semaine, donc je vais aller faire beaucoup de sport le week-end. Et en fait, c'est pas intéressant ça. Ce qui est important, c'est d'en faire un peu tous les jours. Si on peut pas tous les jours, tous les 2 jours. Mais il faudrait pas passer plus de 2 jours sans bouger, sans se dépenser. Pourquoi ? Parce que voilà, on a vu le schéma de la cellule. Là, quand on bouge, on enclenche tout un tas de mécanismes, d'enzymes qui vont consommer les lipides, etc. Et cette machinerie-là, elle continue à fonctionner pendant quelques heures après la fin du sport. Donc, si on reste inactif le lendemain, il faut la relancer. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en faire, pas forcément beaucoup, mais le plus souvent possible. C'est la fréquence qui est importante. On voit énormément de gamins, parce qu'ils ont une entorse du petit doigt ou je sais pas quoi, se faire un certificat médical pour ne pas faire participer au cours de PS. Donc ça, on fait une grande action au niveau de l'Académie de Rennes pour insister sur le fait que même avec une blessure ou même malade, un enfant qui est asthmatique ou diabétique, il a intérêt à faire de l'activité physique parce que ça va réguler sa maladie. Donc on doit toujours trouver, et les enseignants en EPS ont normalement toutes les compétences pour adapter le contenu de cours à quelqu'un qui est blessé. On a un pied dans le plâtre, on peut quand même éventuellement, même si on a des béquilles, faire des lancers, des choses comme ça. C'est vraiment important de continuer même quand on est blessé. Merci à toutes et à tous pour vos questions, c'était super. Merci. Il n'y a jamais eu autant de questions. Hein. Bravo Montfort. Merci à Sophie. Merci Erwan et Kellen pour vos questions. Et on va suivre les aventures d'Hugo pour voir s'il se qualifie. Est-ce que vous voulez qu'il se qualifie pour les JO? Est-ce qu'il va réussir? Tout Montfort est derrière toi Hugo. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir passé cette matinée. On peut l'applaudir et l'encourager pour les JO.